Depuis plusieurs années, la République centrafricaine est confrontée à d'énormes défis de gouvernance accentués par des crises militaro-politiques, fragilisant le fonctionnement des institutions en général et de la justice en particulier. La situation du pays est caractérisée par des graves crimes, des violations massives des droits de l'homme, des violations massives du droit international humanitaire et des violations basées sur le genre. Cette situation a affaibli l'autorité de l'État et l'indépendance du pouvoir judiciaire, en laissant libre cours à la justice privée, aux abus et exactions. En effet, la République centrafricaine, mon pays, est plongée dans une crise profonde depuis le début de l'année 2013, quand les rebelles de la coalition Séléka, majoritairement issus des provinces du Nord, se sont emparés du pouvoir à l'issue d'une campagne caractérisée par des meurtres généralisés de civils, des incendies et pillages d'habitations et d'autres crimes graves. Vers le milieu de l'année 2013, des milices se dénommant anti-Balaka se sont organisées pour combattre la Séléka, commettant des représailles à grande échelle contre les civils. Des milliers de personnes ont été tuées, des centaines de milliers ont été déplacés par ce conflit. Depuis janvier 2013, le conflit aurait fait près de 3000 morts, des milliers de blessés, des centaines de victimes de crimes sexuels et de milliers de personnes déplacées. Cette grave crise vient s'ajouter aux violations graves des droits humains commises depuis quelques décennies. Ainsi, la justice, socle de la démocratie et facteur de paix et de la réconciliation nationale, doit faire son travail. Car nous avons l'obligation de juger les responsables des graves violations du droit international, dont les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur notre territoire. Car faire justice pour les crimes graves est un impératif pour une paix véritablement durable en RCA. L'impunité qui sévit en RCA depuis plusieurs décennies a permis et incité la commission de nouveaux crimes. Ainsi, des procès justes et équitables ne seraient pas seulement une obligation envers les victimes qui ont souffert des crimes atroces, mais enverraient aussi un signal fort indiquant que les crimes graves ne seront plus tolérés dans ce pays. Or, la justice centrafricaine, mesdames et messieurs, est confrontée depuis plusieurs années à d'importants défis. Les nombreux défis auxquels la justice centrafricaine est confrontée se résument en termes de insuffisance des infrastructures judiciaires, délabrement des infrastructures pénitentiaires, insuffisance en ressources matérielles, insuffisance en ressources humaines. Conscient donc des défis à relever, le gouvernement avait élaboré et adopté en 2009 un programme décennal de la réforme de la justice, assorti d'une stratégie de mise en œuvre. Malheureusement, au lendemain de ce programme, une autre crise va secouer le pays de décembre 2012 à ce jour, affectant particulièrement le secteur de la justice par la destruction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Pendant la transition, le ministère de la Justice, suite à une évaluation de l'état des lieux, avait élaboré un plan d'urgence de lutte contre l'impunité de court terme en mettant l'accent sur le redéploiement sécurisé des magistrats dans les juridictions et renforcer l'accès à la justice. Tenant donc compte des défis de sécurité et des difficultés de mobilisation des ressources nationales à court terme, ce plan d'urgence n'a pu être exécuté. Je voudrais faire un rappel important avant que je puisse donc aborder d'autres sujets sur la situation générale. L'analyse de la situation et des besoins laisse apparaître que la République centrafricaine couvre une superficie de 623 000 km² pour une population estimée à plus de 5 millions d'habitants, inégalement répartis dans 16 préfectures. Au regard de cet effectif de la population, avec 170 magistrats en activité, se dégage un ratio inquiétant d'un seul magistrat pour 41 000 habitants. Cette statistique est aggravée pour les greffiers dont l'effectif ne permet pas d'organiser plusieurs audiences simultanément. Nous n'avons que 81 greffiers pour toute la République. Il convient d'ajouter au déficit cruel des magistrats les sous-effectifs des greffiers et cas de l'administration pénitentiaire, l'absence des services auxiliaires de la justice pour en faciliter l'accès, à savoir les huissiers, notaires, avocats. Il en est de même du personnel de l'administration pénitentiaire, dont l'effectif est estimé à 70 personnes, pour 38 prisons, dont 5 seulement sont opérationnelles, lesquelles font recours souvent aux forces armées pour la sécurisation. Face à la situation sécuritaire difficile,
en particulier lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des crimes complexes, impliquant des groupes armés encore actifs, et tenant surtout compte de ce que le système judiciaire centrafricain ne dispose que de moyens limités en termes de personnel et de ressources matérielles telles que mentionnées si haut, la République centrafricaine s'est dotée en juin 2015 de la loi organique numéro 1503 du 3 juin 2015 créant la Cour pénale spéciale, appelée à juger les auteurs, co-auteurs et complices des violations graves des droits humains. La Cour pénale spéciale est d'une grande importance dans un contexte plus large de relèvement post-conflit de la République centrafricaine. D'où l'importance fondamentale de la lutte contre l'impunité dans ce pays qui est historiquement critiqué et considéré comme un facteur favorisant les troubles en République centrafricaine depuis plusieurs années. La stabilité à long terme dans le pays doit passer par une réponse à la justice, aux exactions passées et un engagement à mettre fin à l'impunité pour prévenir de futurs conflits. C'est l'un des outils de la réconciliation nationale qui doit marquer une rupture avec les pratiques passées qui ont favorisé l'installation du chaos et de la violence. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, déterminé à consolider les axes stratégiques du plan décennal et du plan d'urgence du secteur de la justice, a élaboré ce plan sectoriel pour mettre un terme à l'impunité et réformer l'institution judiciaire. Il vise donc à consolider la paix et la réconciliation, protéger les droits humains, assurer le développement économique pour une meilleure gouvernance du pays, afin de faire de la justice centrafricaine une garantie pour les investisseurs. Alors nous avons un plan qui se décline en 5 axes prioritaires, à savoir l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, les questions des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, les équipements des juridictions et établissements pénitentiaires, les droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la formation du personnel judiciaire et pénitentiaire, enfin la documentation des juridictions. Compte du temps imparti, je vais faire un petit résumé pour chaque rubrique pour permettre à nos interlocuteurs de connaître un peu le travail que le gouvernement fait en ce moment pour que la justice devienne une réalité pour ce peuple meurtri. Sur l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, pour répondre aux exactions commises et pour la première fois dans l'histoire de la justice transitionnelle, un tribunal spécial est créé dans un pays qui est toujours en conflit. La Cour pénale spéciale, dont la création aura pris à peine 9 mois, est une juridiction hybride. Elle est composée donc de magistrats centrafricains et internationaux, établis au sein du système judiciaire centrafricain pour une période de 5 ans renouvelable. Le droit applicable est donc le droit centrafricain. Au terme de la loi sur la Cour pénale spéciale, celle-ci sera chargée d'enquêter sur les crimes les plus graves et de poursuivre les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis sur le territoire de la République centrafricaine depuis 2003. Je voudrais rappeler que la Cour pénale spéciale est une juridiction nationale, mise en place par une législation nationale et respectant les traditions romano-germaniques et le droit national centrafricain dans son développement. La Cour pénale spéciale ne pourra donc pas fonctionner valablement sans une appropriation nationale très forte. Il y a lieu de souligner qu'en proposant la création de la Cour pénale spéciale, le gouvernement de la République centrafricaine innove tout en s'inscrivant dans un mouvement plus large en matière de lutte contre l'impunité. La Cour pénale spéciale est donc pour nous une étape historique à côté de laquelle notre pays ne peut passer. En combinant le renvoi à la Cour pénale internationale et la création d'un mécanisme national spécifique et renforcé, la République centrafricaine ouvre la voie en matière de lutte contre l'impunité. En effet, la loi sur la Cour pénale spéciale prévoit sa coopération avec la Cour pénale internationale qui a ouvert une seconde enquête à la République centrafricaine en septembre 2014. Ce sera la première fois également qu'une cour hybride est établie dans une situation où la Cour pénale internationale est active. La procureure de la Cour pénale internationale a d'ailleurs longuement insisté la semaine, lorsque j'ai eu un entretien avec elle, sur son soutien à la Cour pénale spéciale et sur la complémentarité mise en place qui est très appréciée. La Cour pénale spéciale est unique au monde. Elle est intégrée dans l'ordre judiciaire centrafricain et de droit romano-germanique, je le répète. Cette Cour ne sera donc pas une pâle copie des tribunaux onusiens. Cette Cour sera créée dans le plein respect de la tradition juridique centrafricaine. Cependant, pour devenir une réalité prête à enquêter, juger les atrocités qui continuent d'être commises dans le pays, la Cour pénale spéciale a maintenant besoin de locaux,
de personnel qualifié, de financement et de soutien politique au niveau national et international. Il est donc crucial pour le succès de la Cour que les experts et magistrats internationaux qui viendront appuyer les personnes nationales soient dotés d'une véritable expérience en matière de poursuite des crimes les plus graves et de la volonté de travailler étroitement avec leurs pairs centrafricains. Je voudrais aussi rappeler que la Cour pénale spéciale, si elle est considérée comme une option majeure de la stabilisation et de la réconciliation dans le pays, cette Cour ne peut toutefois être considérée comme la seule option pour y parvenir. Elle ne doit pas non plus être considérée comme une Cour isolée. La Cour pénale spéciale est en effet également créée dans le but de s'intégrer au système national, afin de permettre un renforcement du système judiciaire dans son ensemble. Le renforcement des capacités et des moyens qui sera ainsi apporté aux personnels judiciaires et aux institutions centrafricaines dans le cadre de la mise en place de la Cour pénale spéciale bénéficiera à tout le système judiciaire, permettant une durabilité des appuis et des compétences acquises après la période limitée d'existence de la Cour et le départ des internationaux. Une précision, c'est que si la Cour pénale spéciale est de droit centrafricain, il est néanmoins explicitement prévu qu'elle ne peut prononcer la peine de mort. En outre, la loi prévoit expressément qu'il ne peut y avoir d'immunité du fait des fonctions officielles, parlementaires, membres de gouvernement, hauts gradés, pour les personnes poursuivies au titre des violations graves dont traite la Cour, et qu'il ne peut y avoir de prescription pour les crimes couverts par la Cour pénale spéciale. Je me réjouis donc des avancées dans le cadre de l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, et je peux réitérer ici l'engagement du gouvernement centrafricain à mettre en place la Cour qui devait être opérationnelle dans les prochains mois. En effet, conscient des énormes défis, dès le retour à l'ordre constitutionnel, le gouvernement a pris l'engagement de promouvoir une justice impartiale, indépendante et opérationnelle sur toute l'étendue du territoire national, afin de juger les criminels, garantir la sécurité juridique et judiciaire, protéger les droits et libertés, afin de rassurer la population. La justice est au centre des préoccupations du professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que lors de son allocution lors de l'Assemblée générale des magistrats, qui s'est tenue du 2 au 6 mai dernier, le ministre de la Justice a été solennellement instruit de tout faire pour rendre opérationnelle la Cour pénale spéciale. En exécution de ces hautes instructions, et 16 jours après ma nomination comme ministre de la Justice, intervenu le 11 avril, j'ai présidé le 27 avril la réunion mettant en place le comité de recrutement des magistrats nationaux appelé à siéger au sein de la Cour pénale spéciale, dont le président est le premier président de la Cour de cassation, M. Lundoumon, présent dans la salle. Je n'ai ménagé aucun effort pour rencontrer très régulièrement les partenaires incontournables dans la mise en œuvre du projet lié au fonctionnement de la justice, tels que les Nations Unies, à travers la MINUSCA et le PNUD, la procureure de la CPI, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, ses homologues dans différents pays, les responsables onusiens en matière de justice, ainsi que la société civile. 2 missions internationales ont déjà été effectuées, l'une à Oslo, en Norvège, où des rencontres de haut niveau ont eu lieu avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, également avec M. Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères, avec M. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, ancien sénateur, avec les gardes des Sceaux de RDC, du Cameroun, du Cambodge. L'autre mission était à La Haye, aux Pays-Bas, où une rencontre a eu lieu avec la procureure de la Cour pénale internationale, la présidence de la Cour pénale internationale, ainsi qu'avec le greffier en chef. Un plaidoyer en faveur de la coopération internationale et pour une opérationnalisation rapide de la Cour pénale spéciale est continuellement mené en insistant sur l'importance d'enquêtes rapides et efficaces afin d'éviter le dépérissement des preuves. Cette vision et volonté, sans équivoque, sont de nature à faire de notre pays un État de droit doté d'institutions respectées et d'une justice indépendante du pouvoir législatif et exécutif, jouant chacun pleinement son rôle. Alors, qu'en est-il des développements opérationnels de la Cour pénale spéciale? Je précise que le document de projet d'appui à la Cour a été signé le 26 août 2016 en présence du gouvernement, des agences des Nations Unies impliquées et des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France. Fruit d'un long travail technique réalisé par la partie nationale et les Nations Unies, il vise à prévoir le soutien technique et matériel pour l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale pour une période de 3 ans. Un budget permettant de couvrir les 14 premiers mois
a également été élaboré et signé en cette même occasion. Au stade actuel, et s'agissant des internationaux, il convient de noter que tous les membres devant faire partie du comité de sélection des membres internationaux de la Cour pénale spéciale ont été identifiés et que le comité se réunira pour commencer ses travaux dans les toutes prochaines semaines. Les États membres ont été invités par le secrétariat général des Nations Unies à proposer leurs candidats, la procédure de sélection étant dûment approuvée. Le comité pourra ensuite revoir les applications et tenir des entretiens et éventuellement des tests écrits pour les sélections. Certains États membres, comme entre autres le Sénégal et la Belgique, ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à proposer des dossiers de candidature. Quant aux nationaux, le comité de sélection des membres nationaux de la CPS a déjà tenu plusieurs réunions. Tous les termes de référence des différents postes à pourvoir ont été dûment approuvés par le comité et doivent faire publier dans les jours qui viennent l'appel à candidature dans les journaux et les radios du pays, ainsi que par l'intermédiaire du site Internet du ministère de la Justice avec le soutien des partenaires. Parlant des OPJ, des officiers de police judiciaire, le projet d'arrêté interministériel établissement du comité de sélection des OPJ a été finalisé au cours de ces derniers jours et devrait recueillir signature auprès des 3 ministres de tutelle, le ministre de la Justice, de l'Intérieur et celui de la Défense, dans le cours des prochains jours. Il pourra dès lors se réunir pour procéder à la sélection de l'unité spéciale de police judiciaire. Une précision, il ressort des dispositions de l'article 52 de la loi créant la Cour pénale spéciale que les locaux destinés à recevoir les services de la Cour et les structures qui lui sont rattachées sont pris en charge sur le budget de l'État. Dès ma prise de fonction, j'ai affecté par notre service le bâtiment de l'actuel tribunal de grande instance de Bangui afin d'abriter la Cour. Les travaux de réhabilitation et de sécurisation nécessaires, déjà identifiés, pourront débuter dès que l'Union européenne aura finalisé les travaux de construction du nouveau bâtiment destiné à accueillir le tribunal de grande instance de Bangui. De même, le bâtiment devant abriter l'unité spéciale de police judiciaire a été identifié. C'est l'ancien commissariat central de Bangui. Il doit faire l'objet d'une rénovation générale, à l'issue de laquelle une aile sera réservée à l'unité spéciale de police judiciaire de la Cour pénale spéciale. Un plan de réhabilitation a été produit et le plan d'occupation ultérieur est en cours d'élaboration. Pour les questions de sécurité, aussi bien pour les membres nationaux qu'internationaux, un rapport détaillant les risques et les menaces pour l'établissement de la Cour pénale spéciale, tant pour le personnel que pour les infrastructures, a été réalisé avec le soutien du PNUD et de la MINUSCA et transmis au service du ministère de la Justice pour prise en compte des actions nécessaires au déploiement des personnels nationaux et internationaux et la sécurisation des structures impliquées. En vue d'appuyer les investigations de la Cour, un exercice de cartographie des principales violations des droits de l'homme dans le pays depuis l'année 2003 est en cours de finalisation sous le leadership de la MINUSCA. Le projet a déjà répertorié plus de 500 incidents sur la période de 2003 à 2015. Le rapport est en cours de finalisation et devrait permettre au procureur spécial d'obtenir dès son arrivée des informations supplémentaires à celles déjà disponibles au niveau des cours et tribunaux sur les cas de violation des droits humains répertoriés sur les auteurs présumés. Je voudrais aussi rappeler que le gouvernement travaille déjà à l'identification des dossiers au sein des juridictions nationales et la commission nationale d'enquête mise en place lors des pics de violence en 2013, qui a recueilli l'audition de plusieurs victimes et témoins, va bientôt déposer son rapport. La MINUSCA, quant à elle, coordonne également un groupe de travail intersection dont le but est d'identifier les personnes suspectées d'avoir commis des crimes graves en vue de permettre des arrestations par les autorités ou par le biais des mesures urgentes si les preuves sont suffisamment apportées. Ces informations pourront également être partagées par le procureur spécial. Je profite de cette occasion pour annoncer que des experts sont actuellement déployés afin d'élaborer une stratégie devant permettre de proposer des recommandations et d'élaborer une feuille de route pour la mise en place d'un programme de protection des victimes et des témoins devant la Cour pénale spéciale et les juridictions ordinaires. Ce rapport devait être finalisé en décembre après la présentation et la validation des conclusions aux autorités nationales. Une cour de cette envergure, mesdames et messieurs, ne peut fonctionner sans un règlement de procédure. C'est dans cette optique
que les termes de référence pour recruter un expert en charge de la rédaction du règlement de procédure et de preuve pour la Cour pénale spéciale ont été publiés et le recrutement est donc en cours. Sur le plan de la communication, un programme des Nations Unies est impliqué dans le cadre d'un financement et d'un plan d'action pour la sensibilisation des populations à l'existence, au travail et aux résultats de la Cour pénale spéciale. Il pourrait bientôt commencer ces activités. Alors, qu'en est-il de la situation financière? Je voudrais rappeler que le projet conjoint d'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale prévoit un budget de 6 924 428 $ pour 14 mois, pour lesquels des montants sont déjà récoltés, mais fait encore face à un trou de financement de 1 500 000 $. Les contributions annuelles proviennent de la France, des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique, de la MINUSCA et du PNUD. Je rappelle que l'exercice du RCPCA, l'évaluation des besoins menés prévoit un montant nécessaire de 37 500 000 $ pour le fonctionnement de la Cour pendant les 5 années de son mandat. Mesdames et messieurs, la Cour pénale spéciale ne pouvant fonctionner d'une manière isolée, comme je l'ai répété tout à l'heure, il est important que soit prise en compte la situation des juridictions ordinaires, appelées aussi à contribuer efficacement dans la lutte contre l'impunité à travers les 24 juridictions réparties dans les 3 cours d'appel de la RCA, et ce, dans les domaines liés aux infrastructures judiciaires et pénitentiaires, aux équipements des juridictions et établissements pénitentiaires, aux droits de l'homme et de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la formation du personnel judiciaire et pénitentiaire, ainsi que de la documentation des juridictions. Je voudrais faire un résumé rapidement sur les infrastructures. La question des infrastructures est un obstacle très important à l'accès à la justice dans tout le pays. La situation physique des bâtiments judiciaires et pénitentiaires est très déplorable en raison de la destruction ou de l'incendie de certaines infrastructures pendant les événements que le pays a connus. En dehors de Bangui, la capitale, il importe de relever que toutes les juridictions du pays sont sinistrées. Et dans certaines localités, la justice ne dispose d'aucune infrastructure. Le constat est amer lorsqu'en l'absence d'infrastructures ou l'existence de locaux délabrés, exigus et de circonstances pour habiter les juridictions. Cette situation oblige certaines juridictions à squatter d'autres administrations ou à établir le tribunal au lieu de résidence du magistrat. Dans le premier cas, cela pose des problèmes d'indépendance, de l'autorité, voire de crédibilité de l'institution judiciaire dans la localité. Dans le second cas, la question de la sécurité et de la dignité du magistrat est posée. Ces problèmes infrastructurels concernent donc les cours de tribunaux à construire ou à réhabiliter, les logements du personnel judiciaire à construire ou à réhabiliter, les établissements pénitentiaires à construire ou à réhabiliter. S'agissant de la réhabilitation et de la construction des cours et tribunaux, la réhabilitation concerne 12 juridictions sur les 24 et 3 cours d'appel que compte le pays, alors que la nouvelle construction vise les juridictions complémentaires détruites ou celles dont le ministère engage l'installation en vertu de la politique de rapprochement de la justice des justiciables. Ainsi, il est envisagé à long terme la construction des sièges de 5 plus hautes juridictions nationales afin de conférer au pouvoir judiciaire toute son indépendance et sa place constitutionnelle. Il s'agit notamment de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, afin plusieurs juridictions qui ont disparu du fait des événements ou qui méritent d'être construites en raison de leur importance pour la population sont au nombre de 27. Le coût estimé donc des travaux de réhabilitation et des constructions estimé par le comité qui a travaillé, c'est autour de 56 450 millions de francs CFA. Je n'ai pas encore la conversion pour ce montant en dollars, mais ça fait 56 450 millions donc pour les constructions et réhabilitations. S'agissant de la réhabilitation et construction des logements administratifs des chefs de juridiction, dans plusieurs juridictions de la République centrafricaine existait des logements administratifs pour le personnel judiciaire, ce qui avait l'avantage non seulement de sécuriser les magistrats, mais de les mettre à l'abri d'une cohabitation avec les criminels et toute autre personne incompatible avec la mission de service public de la justice confiée à ce personnel. Aujourd'hui, l'absence de logement administratif et du personnel judiciaire et la destruction de presque la totalité de quelques logements existants ont contraint les magistrats de province à maintenir leur famille à Bangui ou à ne vivre que de manière temporaire ou sporadique au siège de leur juridiction.
Il en est de même pour les greffiers en chef et secrétaires en chef des parquets, qui sont obligés de trouver des logements des quartiers populaires sans garantie de sécurité. Afin de sédentariser le personnel judiciaire au siège de leur juridiction et d'assurer une présence effective de la justice à l'intérieur du pays, la réhabilitation et la construction de logements administratifs pour le personnel judiciaire s'avèrent nécessaires. Ce projet s'avère indispensable pour la mise en place des pôles judiciaires au siège des 3 cours d'appel actuellement existantes dans le pays. S'agissant de la réhabilitation de la construction des établissements pénitentiaires, il s'agit ici d'un aperçu global de la situation des 36 établissements pénitentiaires que compte l'administration africaine à ce jour, dont 5 seulement sont opérationnels du fait des graves crises que nous avons connues qui ont entraîné la destruction de toutes les prisons. Sont exprimées dans les documents annexes les attentes en termes de réhabilitation ou de construction de ces prisons conformes aux standards internationaux. Y sont intégrés également les logements du personnel et les éléments de sécurité extérieure, ce qui justifie donc les coûts que nous avons en annexe. En effet, il est indispensable aussi d'envisager la construction d'une nouvelle prison hors de la ville de Bangui, répondant aux normes strictes internationales, ce qui serait un idéal et exigerait naturellement l'identification du site et une étude sérieuse préalable. L'absence actuelle de couverture du pays en établissement pénitentiaire favorise la persistance de l'impunité dans le pays et ne permet pas de lutter efficacement contre la délinquance sous toutes ses formes. Les établissements pénitentiaires pillés, saccagés ou détruits doivent donc être simplement construits ou réhabilités conformément aux normes internationales CNI. Et nous avons aussi prévu dans ce plan l'équipement des cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et services du ministère de la Justice en moyens de travail. Nous avons fait un tableau pour permettre aux magistrats, aux greffiers, à tous les auxiliaires donc, de travailler dans de très bonnes conditions. Sachant de la Direction générale des droits de l'homme et la future Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'objectif principal ici est de contribuer à la promotion des valeurs des droits de l'homme et de la bonne gouvernance indispensable aux actions de reconstruction du pays suite aux multiples conflits. Pour résoudre les problèmes prioritaires des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, les objectifs suivants ont été retenus. La promotion de la culture des droits de l'homme, de la paix et de la bonne gouvernance. La dotation des régions en structures relais pour les actions de proximité. Le développement de l'information, de l'éducation et de la communication autour des droits de l'homme, de la paix, de la tolérance, de l'unité, de la réconciliation nationale et de la démocratie. Toute la population centrafricaine en général, et en particulier les autorités administratives et locales, les forces de défense et de sécurité, les femmes et les jeunes dans les 7 régions que compte le pays, doivent être les bénéficiaires des actions qui seront menées. Les activités en matière de droits de l'homme doivent être axées principalement sur les campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation, l'organisation des séminaires d'ateliers, les réunions et discussions, la rédaction et la diffusion des rapports sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance, la production des émissions radio-télévisées, l'organisation des études et enquêtes sur les questions liées aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Je précise que le projet de loi sur la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à l'heure où je vous parle sur la table du gouvernement et va bientôt être transmis à l'Assemblée nationale. Nous avons donc la question du personnel judiciaire qui est donc envisagée dans ce programme pour permettre à ce que nous mettons, puisque nous mettons l'accent sur la qualité des hommes, nous avons mis un accent sur la formation continue, la formation des magistrats, la formation des avocats, la formation des huissiers. Je voudrais porter à votre connaissance que selon le plan que nous avons établi, hormis les coûts estimés pour la Cour pénale spéciale, il est prévu donc un montant de 109 milliards 306 millions 900 000 francs CFA pour donc les juridictions ordinaires que je vais donc d'évoquer. Mesdames et messieurs, les défis en termes de justice et de sécurité en RCA sont encore nombreux et complexes. L'état de droit demeure un domaine dans lequel la République centrafricaine doit encore accomplir de nouveaux progrès. Nous en sommes conscients. Il n'en demeure pas moins qu'avec la ferme volonté du gouvernement de faire de la lutte contre l'impunité, de faire de lance de ces programmes afin de réinstaurer la sécurité juridique et judiciaire dans ce pays et l'appui des partenaires et amis de la RCA,
nous relèverons ensemble ces défis afin d'offrir un avenir meilleur à ce peuple centrafricain très meurtri. Je vous remercie.